Salut à tous, bon aujourd'hui c'est la 6ème vidéo, c'est pas la 6ème vidéo, c'est la 7ème vidéo. Salut à tous, aujourd'hui c'est la 7ème vidéo de mon petit challenge, donc c'est le dernier jour, une peinture à la prima par jour pendant 7 jours, on a déjà fait les 6 qui sont derrière. Et aujourd'hui on va faire ce petit paysage de mer qui m'a été inspiré d'une photo que j'avais prise lorsque j'étais au Mexique il y a quelques années. Et franchement, je vous conseille vivement d'y aller, c'est vraiment un magnifique pays avec des gens super sympas et accueillants. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je vais donner quelques éléments clés qui m'ont permis de faire cette peinture et aussi je vais répondre aux questions que vous avez posées durant la semaine. Et je pense que mon prochain challenge, puisque ça m'a bien motivé à en faire d'autres, c'est de progresser vraiment en portrait et de faire un portrait par jour pendant 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois peut-être. Et donc du coup voilà, comme ça après de vous donner un peu mon retour sur ce que ça m'a fait de faire un genre d'entraînement intensif sur le portrait. En attendant, on va faire ça et c'est parti. Donc puisque dans cette peinture j'ai envie d'avoir une couleur clé qui va être un peu violet, bleu turquoise, ça va être un peu dans cette famille, je vais commencer par faire un fond qui va être jaune oxyde. Ça paraît paradoxal et finalement pas tant que ça parce que c'est la couleur complémentaire. Ça veut dire que ça va me permettre d'avoir une petite vibration de tension comme ça qui va être assez sympa. De façon générale, un truc qui se fait, c'est pas moi qui invente le concept, c'est que si tu as une peinture qui doit être verte par exemple, sur la fin, sur le résultat final, tu vas vouloir pourquoi pas rajouter un premier jus de quelque chose de plutôt rougeâtre. Et ainsi de suite pour chaque couleur complémentaire. Je ne veux pas rajouter beaucoup de produits, tu vois, je l'étale avec mon petit chiffon pour qu'il y en ait le moins possible. Ça va aussi me permettre d'avoir une texture un petit peu collante, un peu plus agréable à travailler que de simplement rajouter ma pâte directement sur ma toile. Alors il y a Maritza Banor qui me demande si j'utilise les mêmes pinceaux du début jusqu'à la fin. De façon générale, non. Et même sur ces peintures, même si elles sont un petit peu petites, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser un ou deux pinceaux. Je pense que plus la peinture est grosse, évidemment, plus tu vas avoir besoin d'une variété de pinceaux. Après, de façon générale, j'aurais tendance à te recommander de te familiariser avec quelques pinceaux relativement gros, pas trop dans les pinceaux de miniaturisation et de t'entraîner à réussir à les maîtriser de sorte à pouvoir créer des grosses variations et des petites variations avec les mêmes pinceaux. Il y a John Wayne qui me demande si je rencontre les mêmes difficultés et si j'applique la même méthodologie dans les œuvres de plus grand format. Un peu comme la grande peinture qui est en fond des 6 qui sont là. Alors non, c'est vrai que ça a un petit peu rien à voir parce que là, vu que c'est des tout petits formats, je peux me permettre de faire le blocking, le modelage et la phase des détails tout en même temps, tout concentré en une seule séance. Effectivement, quand les formats sont vraiment très très grands, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut réussir à pouvoir gérer l'espace. On n'a pas forcément toute la toile en visu à chaque fois. Donc c'est quand même pas mal plus compliqué. Après, comme tu dis qu'un peu de méthodologie, c'est tout à fait possible. Tu vas peut-être te faire une séance ou deux que sur les valeurs, avec quelque chose de plutôt maigre, avec pas mal d'essence. Normalement, en 2-3 séances, tu as réussi à faire quelque chose qui était vraiment propre au niveau des valeurs, tu prends bien toutes tes décisions, et ensuite tu commences à rajouter des couleurs, que ce soit opaque ou pas, ça c'est ta décision. Et plutôt sur la fin, au bout peut-être de 5-6 séances, ça dépend vraiment des peintures, tu vas commencer à rajouter plutôt des glacis de plus en plus fins, de plus en plus légers, et puis plus de détails. Tu pourrais aussi faire une grosse peinture directement comme ça, un peu à la prima. Simplement, ça va être évidemment plus compliqué. Donc ce que tu peux faire, c'est faire des petites peintures comme ça, et une fois qu'elle est faite, en fait, tu la considères comme étant une étude, et tu la reportes sur un grand format, et là, c'est beaucoup plus facile, puisque tu as déjà toutes tes couleurs, etc., qui sont déjà faites sur une plus petite étude. Alors pour en revenir à la peinture, et puisqu'on parle un peu de méthodologie, je vais commencer par bloquer les grosses zones et par les zones les plus foncées. Même si dans cette peinture, on est sur quelque chose d'assez clair, donc il va de toute façon y avoir pas mal de blanc dans le mélange, je commence quand même par les zones qui sont les plus foncées de mon illustration. Christelle me demande, je vais la faire court, c'est un long message, mais elle me demande en fait comment faire pour retrouver les couleurs lorsque par exemple on a fait une séance avant, on trouve un bleu particulier qui nous plaît et la séance d'après on n'arrive pas à le retrouver. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile, ça demande pas mal de pratique, mais un des éléments clés pour faciliter énormément ce travail en fait c'est d'avoir une palette plutôt réduite, 5-6 couleurs au début et puis petit à petit tu augmentes le nombre de couleurs au fur et à mesure et d'arriver vraiment à maîtriser ce petit nombre de couleurs entre elles avant de commencer à étaler ta palette trop. Plus tu as de couleurs sur ta palette, plus ça va prêter à confusion, moins tu vas réussir à trouver ton chemin dans la bonne direction en fait. C'est un sujet vraiment vaste sur lequel je ferai une vidéo à part entière à un moment donné, mais en attendant tu peux regarder la chaîne de Draw Mix Paint de Mark Carder, il a une vidéo où il montre justement comment retrouver les bonnes couleurs, qui sont très très bien expliquées, très minimalistes et justement du coup très accessibles. Vincent me demande si je peux faire une vidéo sur le matériel. Alors oui, je ferai une vidéo sur le matériel, c'est vrai que c'est un petit peu important, il y a beaucoup de choses et en fait on a tendance parfois à se noyer un petit peu dans le matos. Donc je ferai une vidéo consacrée au matériel de studio et au matériel de plein air. Mais un petit truc clé que je peux vous donner de suite, c'est qu'un des éléments les plus importants, c'est d'avoir un éclairage solide, ok ? Donc investir dans un bon éclairage, ça peut parfois coûter un petit peu cher, mais c'est beaucoup plus important, quitte à choisir, que d'investir dans un chevalet à 300 balles par exemple. Tu vois, tu achètes un petit chevalet à 100 balles, ou tu n'achètes même pas de chevalet. Moi j'ai peint pendant des années comme ça sur une table et ça fonctionne aussi. Par contre, j'ai toujours eu un éclairage un petit peu sympa qui me permet de voir les couleurs telles qu'elles sont.
De plus, si tu n'as pas une lumière suffisante, tu verras tout simplement pas du tout les variations qu'il y a dans tous les tons foncés. Et c'est vraiment très important de voir les variations quand tu peins, t'imagines bien. Donc voilà, ça c'est vraiment ultra important, l'éclairage. Samuel me demande si je compte faire des vidéos où je fais des genres de copies de maîtres un peu dans le style Monet, Van Gogh, etc. Monet, Van Gogh et tout, c'est pas trop ma tasse de thé pour être honnête. Encore Van Gogh, j'aime bien, j'ai vu des peintures de Van Gogh quand j'étais à Amsterdam. Monet, puis tous les délires impressionnistes comme ça me parle pas du tout, ça ne touche pas du tout ma sensibilité, on va dire. Donc non, pas pour ces gens-là. Par contre, pour des gens qui ont un style un peu plus classique, genre Bouguereau, Albert Bierstadt, Montague Dawson aussi que j'aime beaucoup, je suis un peu plus attiré par des styles un peu plus réalistes, un peu plus classiques. L'impressionnisme, c'est pas tellement mon école, j'aime pas trop ça. Donc oui, dans l'idée, mais pas trop avec les exemples que tu as donnés, désolé. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est une vidéo sur les différences qu'il y a entre l'impressionnisme et l'école traditionnelle, l'école classique. Parce qu'effectivement, il y a des différences, c'est pas que des différences de style, de touche, etc. Il y a tout un contexte culturel qui va avec cette différence, avec la révolution industrielle, les pigments artificiels, les pigments en tube. C'est un long sujet, je ne vais pas le développer tout de suite, mais il y a vraiment une distinction à faire qui est pas seulement une distinction de style, mais une distinction historique et de contexte en fait, qui a fait que les gens ont évolué vers un style un petit peu plus différent, un peu plus spontané, qui est très intéressant dans la démarche. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que personnellement, j'ai une affinité plus grande avec l'école un peu plus classique académique. Il y a Marival qui me demande si je peux donner le numéro du pinceau que j'ai utilisé cette semaine parce qu'elle a l'air un petit peu surprise de voir que je peux faire beaucoup de détails avec un pinceau relativement gros. Donc c'est celui-ci, c'est un pinceau en Kévrin de taille 10. C'est mon ami Max Monsieur Pote qui me l'a offert il y a quelques années. Donc c'est vrai que c'est un pinceau qui est relativement gros par rapport à la taille de ses peintures. Néanmoins, si tu prends juste le côté et que tu viens le tapoter légèrement comme ça sur le coin de la caméra, là, tac, 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 bah, tu vois que ça fait un endroit qui est vraiment singulier, c'est un point quoi. Donc il y a moyen de maîtriser des toutes petites formes avec des pinceaux qui sont vraiment très gros. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde de faire plutôt que de rentrer dans la miniaturisation. La miniaturisation c'est bien, mais on a vite fait de se perdre dans trop de détails. Et moi je suis passé par là aussi. On a tous tendance à vouloir surdétailler dès le début et c'est pas un bon réflexe. Allez, on va reparler un petit peu de la peinture et je t'invite à voir que sur la peinture, en fait, effectivement, on voit que c'est un beau climat, c'est une belle journée, il n'y a pas tellement de particules dans l'air, etc. Et pourtant, sur la palette, on n'a que des couleurs qui sont vraiment très désaturées, proches du noir et blanc. Et ça peut être parfois un petit peu désolant de se rendre compte à quel point la réalité, en fait, est plus proche du noir et blanc que ce qu'on pourrait penser intuitivement. Donc pense bien à avoir des couleurs suffisamment désaturées et si tu trouves qu'il y a un manque d'harmonie dans tes peintures, très souvent ce sera dû à des couleurs trop vives, trop puissantes qui se marient mal les unes aux autres. Avant de commencer à m'engouffrer dans les détails, etc., je vais descendre et je vais recouvrir l'entièreté de ma peinture avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que chacune des couleurs qu'on voit, les couleurs comme on les perçoit en fait, appartiennent à une harmonie de couleurs sur un tableau. Ça veut dire qu'un jaune qui est entouré de noir n'apparaîtra pas de la même façon que ce même jaune qui est entouré de rouge par exemple. De fait, il est vraiment très important de recouvrir l'entièreté de sa toile avant de commencer à appliquer des variations plus subtiles pour éviter de se retrouver tout simplement piégé par l'illusion que la couleur est bonne alors qu'en fait elle ne l'était pas. Typiquement, la couleur que j'ai dans mon ciel, j'avais l'impression au début qu'elle était vraiment très foncée, peut-être un peu trop bleue, et au final, avec le recul, on parlait d'autocritique la dernière fois, mais ce bleu-là que j'ai mis derrière, il est un petit peu trop clair, il est trop pastel, quelque chose d'un peu plus intense aurait été désirable. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup, parce que j'avais pas le contexte autour. Et c'est notamment pour faire ensuite ce genre de correction un petit peu légère, néanmoins importante, que les glacis vont être vraiment très utiles après. Un des éléments clés de cette peinture, puisque c'est une peinture qui est vraiment très minimaliste, il n'y a pas grand chose et c'est donc pas évident de faire quelque chose d'intéressant, il y a un côté un petit peu ennuyeux presque, ça va être de respecter un rythme tonal qui va avoir du sens. Rythme tonal, ça veut dire foncé, clair, foncé, clair, etc. Donc on peut voir que la partie du ciel est plus foncée que la partie éclairée des nuages, qui est elle-même plus claire que la partie dans l'ombre des nuages, qui sont eux-mêmes plus foncés que la ligne d'horizon qui est plus claire que la ligne de l'eau qui est plus foncée que la ligne de l'eau qui est verte, etc., etc. Et on a constamment cette espèce de ping-pong, une genre de stratification dans les valeurs. Ça, c'est vraiment un truc ultra important. Et ce qu'il faut comprendre dans les valeurs, c'est que c'est pas simplement une idée ou un concept avec lequel il faut être familiarisé lorsqu'on apprend la peinture et qu'ensuite on peut gommer. C'est tout simplement de cette façon-là que le monde se présente à nos yeux. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de faire des peintures en noir et blanc ou des peintures en marron et blanc, mais en tout cas des monochromes où on peut vraiment se concentrer que sur les clairs et les foncés. Il y a Egil Amu qui me demande un petit peu quel rendu et comment j'utilise la térébenthine de Venise. À ne pas confondre avec l'essence de térébenthine.
Donc la térébenthine de Venise, en fait, c'est un produit résineux qui est super collant, un petit peu comme du miel, mais encore plus épais, même ça a tendance à vite cristalliser. Et effectivement, ça va donner à la peinture un aspect assez brillant et ça va permettre à la peinture de garder une certaine fraîcheur. À la base, j'avais entendu parler de ce produit dans ce bouquin qui est vraiment très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la partie un peu chimique de la peinture. Et effectivement, en l'essayant, j'ai trouvé ça super. Les inconvénients, c'est que d'abord, ça sent extrêmement fort. C'est pas du tout quelque chose que tu as envie de faire quand tu es en appartement, que tu vis avec d'autres gens, que tu as des enfants, etc. C'est une odeur agréable, mais c'est très prenant. Ensuite, il y a aussi le fait que visiblement, de ce que j'ai pu lire sur l'atelier des fontaines, que d'ailleurs tu m'avais recommandé, eh bien, c'est quelque chose d'assez fragile avec le temps, visiblement. Mais par contre, effectivement, ça donne un rendu vraiment très très beau. Là, le médium que j'ai utilisé pour les 2 dernières peintures, c'était environ 30% de térébenthine de Venise, 20% de standoline et puis 50% d'essence de pétrole auquel j'ai rajouté un petit peu de copal dedans pour que ça cicative un petit peu plus vite. C'est un médium qui est sympa parce qu'il cicative, il prend relativement vite, il devient un petit peu collant et en même temps, en fait, au fur et à mesure de la progression, tu peux toujours fondre, tu peux faire des glacis dans le demi-frais aussi. Ça apporte pas mal d'options, pas mal de possibilités. Encore une fois, ça sent assez fort et puis je suis pas un connaisseur dans ce type de médium. Néanmoins, c'est clair que ça apporte une poésie et puis aussi un plaisir de la touche qui est autre que celui du liquin ou des médiums alkydes par exemple. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, comparaison des valeurs, comparaison des couleurs, et qu'on a réussi à remplir l'entièreté de sa toile en ayant bien cette stratification des valeurs, etc., je vais pouvoir commencer à rajouter les détails, parce qu'effectivement là ça manque un petit peu. Pour ce faire, je vais rajouter quelques bateaux. Bon, c'est un peu classique, tu me diras c'est un peu bateau, mais en vérité c'est pas mal, c'est efficace, puis moi j'aime bien ça. Et ensuite, je vais aussi rajouter un peu plus de détails sur le premier plan grâce à un petit peu de relief. Donc je vais venir déposer la peinture avec un petit peu plus de matière, de sorte à ce que ça crée cette illusion de proximité. De la même façon, je vais accentuer les détails dans les nuages pas mal, parce que c'est quand même pas mal important là les nuages. Et si tu as remarqué, j'ai concentré les détails de ma peinture sur certaines zones. Même sur le sable qui est en premier plan, j'ai pas détaillé le sable à 100% de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je n'ai détaillé qu'une seule zone centrale et c'est ça qui fait que ton œil va se rediriger vers cet endroit-là précis et non pas sur les côtés, etc. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Tu décides de gérer ça comme tu veux. Donc c'est vrai que faire des nuages comme ça, c'est pas forcément évident, surtout de rendre leur légèreté. Le meilleur conseil que je puisse te donner, que tu veuilles faire des nuages ou peu importe le sujet en fait, c'est de faire des études comme ça, tu vois, pas trop grandes, format A4, c'est bien, et d'en faire beaucoup. Enchaîne-les, essaye de les finir. Si tu n'es pas satisfait, arrête et recommence. Éventuellement, refais plusieurs fois la même photo, refais plusieurs fois le même paysage, surtout si tu n'y arrives pas. Pour maîtriser un petit peu un sujet, il vaut mieux s'acharner un petit peu dessus pendant 2-3 semaines, tu bosses. Les nuages, tu fais 10, 15, 20 peintures, c'est pas un problème, tu achètes des blocs de feuilles à peindre comme ça coûte vraiment pas très cher, c'est très agréable à peindre en plus, et ça te permet de t'entraîner énormément. Bon, en attendant, cette vidéo, elle est terminée, j'espère que c'était cool, je vais bientôt faire d'autres challenges, n'hésitez pas à partager avec vos amis, et puis à la prochaine, ciao.